Un dessin en noir et blanc, immense, plus un poster, une toile. La ligne est claire, on voit une foule de petits bonhommes à la tête ronde, aux bras mous et aux mains sans doigts, qui grouillent, s'agitent. Leur agencement spatial n'est pas anodin. Ils sont répartis autour de mots mis en scène. Conclave, néo-féodalisme, démocratie, occupation, émeute, méritocratie, népotisme, monarchie absolue, théocratie, comparatisme, despotisme éclairé et d'autres. Autour de ces mots, avec ces mots, les bonhommes s'activent. Ils les manipulent, les portent, les incarnent parfois. Mots et bonhommes créent ensemble des scénettes métaphoriques et textuelles. Si on dézoome, on voit que ces scénettes fonctionnent ensemble, dans une sorte de petite ville continue. Cette foule bavarde dessine un motif plus large, un système, une carte sans territoire mais animée, une cartographie conceptuelle. Ce dessin est signé de Thibault Lepage, il s'appelle Conversation Piece. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans Sciences dessinées sur Radio Anthropocène, l'émission qui s'intéresse à la pratique, à la valeur et aux effets du dessin dans la recherche et la production du savoir. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Thibault Lepage, qui est designer, BDiste et chercheur, pour parler du compagnonnage entre recherche et bande dessinée. Bonjour Thibault Lepage. Bonjour Lou. Thibault, vous avez de multiples casquettes. Vous êtes diplômé en design, en BTS design graphique à l'école Duperré, une licence en design et environnement à la Sorbonne. Vous êtes également passé par l'EHESS, l'école des hautes études en sciences sociales. Vous avez étudié les images sous le prisme des sciences sociales. Puis par la Cité du Design à Saint-Étienne, vous avez soutenu un diplôme supérieur de recherche en design. Et vous êtes aujourd'hui en doctorat à la Haute École d'Art et de Design de Genève et à l'Université de Genève. Est-ce que j'ai rien oublié ? Non, c'est ça. C'est ça. Donc, vous vous intéressez à la manière dont la bande dessinée peut être mobilisée dans la recherche, non pas comme un instrument de vulgarisation a posteriori, mais comme un outil et une écriture intégrée au processus de recherche lui-même. Alors, on va revenir sur ça plus en détail, mais peut-être avant, 2 mots sur votre parcours et votre familiarité justement avec la bande dessinée. Vous avez fait de la BD avant de faire de la recherche, je crois. Oui, complètement. J'ai décidé que je ferais de la BD à 11 ans, comme beaucoup d'enfants. Et ensuite, en faisant mes études, je me suis rapidement dirigé vers des BTS, vers des endroits où on pouvait pratiquer le dessin et la bande dessinée. Et j'ai été vite assez frustré par le rapport de commande qui a lieu dans la discipline du design en général. Et donc la recherche m'a séduit très rapidement, puisque ça me semblait être un lieu où on pouvait manipuler les outils du design et de l'art pour créer des choses nouvelles, pour agencer de nouveaux concepts, pour regarder la réalité, la matière de manière différente. Alors, c'est amusant que vous parliez déjà de commande, parce que ça m'amène à la question suivante, où vous faites la distinction entre la BD de vulgarisation scientifique, mais même la BD documentaire, et une bande dessinée scientifique qui serait plutôt de l'ordre de la recherche-création, justement autour de cette question de la posture de la commande aussi, dans laquelle est mise la bande dessinée quand elle doit porter un propos scientifique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer peut-être un peu plus en détail cette différence, cette distinction que vous opérez? Oui, complètement. Alors, la bande dessinée, en fait, depuis plusieurs dizaines d'années, bénéficie de ce que d'autres dessinateurs et dessinatrices appellent un capital sympathie dans le milieu de la recherche. Entre autres, puisque la bande dessinée, c'est sympa, ça plaît, c'est un médium populaire. Et donc beaucoup de personnes dans le milieu académique sont séduites par ces facultés, ces propriétés en termes de diffusion des savoirs, et donc voient fréquemment les dessinateurs et dessinatrices comme des instruments de cette diffusion de savoir, et donc comme des outils. Enfin, voient la bande dessinée comme un outil qui sert à mettre dans la société les connaissances produites dans le milieu académique. Et donc depuis quelques années, les éditeurs, bien sûr, de bande dessinée s'intéressent beaucoup à ça.
Dans le milieu académique, il y a des endroits où on cherche un petit peu des choses plus poreuses, des choses où les dessinateurs et dessinatrices travaillent de manière plus en amont avec des chercheurs et chercheuses, ou voire sont parfois eux-mêmes chercheurs et chercheuses. Et c'est très intéressant. Par exemple, récemment, il y a une collection chez Casterman qui s'appelle Politorama, donc je sais pas si elle est encore d'actualité, qui était donc une collection plutôt destinée à de la vulgarisation scientifique de sciences sociales. Mais il se trouve que Lisa Mandel, qui avait fondé cette collection, a travaillé avec Julie Pagis, qui est une chercheuse, sur les émotions des enfants pendant les élections présidentielles de 2017. Et donc là, il y a une vraie collaboration puisqu'elles ont enquêté ensemble. Et Pagis décrit la manière dont Lisa Mandel demandait aux enfants de mimer les émotions de leurs parents devant la télévision, et explique que en fait, par le geste, par le mime, en tant que chercheuse, ça lui a fait voir les choses différemment. Donc, pendant le processus de dessin de la bande dessinée, il y a une forme de il y a quelque chose qui se passe qui n'arriverait pas si la personne qui dessine n'était pas là. Donc là, vous esquissez une des pistes en fait d'une intégration, en tout cas d'une collaboration intégrée recherche et bande dessinée. J'aimerais qu'on revienne un peu là-dessus juste après, parce que vous avez fait un travail un peu de typologie, on va dire, de pistes d'action de cette intégration. Mais avant ça, et peut-être qu'on aurait pu commencer par là, une question de définition. C'est quoi pour vous la bande dessinée ? En fait, quelles sont ses caractéristiques propres en tant que sinon langage, au moins un régime d'expression ? Est-ce que c'est le dessin, le récit, la séquence, l'ellipse ? Et pourquoi, selon vous, elle peut être utile ou intéressante dans un travail de recherche, au regard de ses spécificités, dans ce qu'elle diffère en fait du texte, par exemple ? Pour moi, la bande dessinée, c'est l'art de l'ellipse, et c'est une succession de textes et d'images. Et dans un travail de recherche, je pense que elle permet de formuler des observations, voire d'observer le monde différemment de lorsqu'on fait de la recherche en sciences sociales de manière traditionnelle, en faisant un état de l'art, en ayant une méthode, etc. Bon, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de méthode avec la bande dessinée, mais elle permet une prise de notes visuelle, un rapport au terrain et aux personnes avec qui on travaille qui est différent. Très différent, puisque justement ce capital sympathie, il marche aussi sur le terrain. Donc les gens, en général, aiment la bande dessinée. Et moi, par exemple, quand je vais faire de la recherche aujourd'hui, je me présente d'abord comme dessinateur, puisque c'est ce que je fais. Et donc, il y a un accès, une générosité et une confiance qui se crée parfois plus spontanément qu'avec une caméra, par exemple, ou que juste un carnet de notes ou ce genre de choses. Donc, il y a ça qui existe. Et ensuite, il y a ce qui se passe plutôt après. Et là, je pense que la manière dont on peut parler entre personnes concernées par la recherche, donc que ce soit les personnes qui participent à l'enquête ou les personnes qui l'analysent ou qui la discutent, tous ensemble. Et la bande dessinée la permet d'accéder à la conversation d'une manière différente. Je dirais pas plus facile, parce que parfois il y a des malentendus qui se créent, qui peuvent être intéressants. Vous avez un exemple ? Oui, par exemple sur un terrain de recherche. Il y a quelques années, avec une collègue doctorante, Delphine Ivrier, avec laquelle je travaillais, on s'est rendu à Tignes dans le cadre de son enquête de doctorat, et on a rencontré quelqu'un. Donc moi, je dessinais pendant ces entretiens, et on a rencontré une personne qui a refusé de nous parler par la suite, puisqu'elle pensait, son fils lui avait dit d'arrêter de nous parler, puisqu'elle pensait qu'on faisait un dessin animé sur elle. Et il y avait selon les générations, il peut y avoir une appréhension du dessin qui est différente. Et pour elle, on était en train de faire de la caricature. Pourtant on lui avait montré ce qu'on faisait. Mais voilà, donc c'était assez intéressant. Bon, après, on a réussi à rediscuter avec elle, mais sans moi, du coup, sans le dessin, quoi. Mais alors là, vous parlez de dessin, ouais. Parce que dans la bande dessinée, il y a quand même une dimension narrative qui n'existe pas nécessairement dans le dessin.
qu'est-ce que ça peut apporter, cette question du récit à la recherche, justement, et du récit dessiné, quoi. Ça peut apporter plusieurs choses. Déjà, ça donne un accès à une forme de micro-histoire. Moi, je pratique des choses un peu mixtes, un peu hybrides, où il y a des successions d'images, parfois beaucoup de textes. Enfin, c'est une pratique de carnet avec parfois des narrations aussi, plus ou moins longues. Et l'aspérité que permet le carnet est intéressante pour ça, parce que on peut penser visuellement, on peut aussi raconter une anecdote de terrain, on peut rentrer dans l'abstraction par une anecdote, et ça c'est assez fort. Je pense que la bande dessinée permet beaucoup de choses par rapport à ça. Et il y a une forme de... la mise en récit peut avoir une forme de douceur aussi dans la manière dont elle permet de déployer la recherche, je pense, dans un espace dessiné. Alors, vous pouvez développer la douceur Je sais pas, je pense que en racontant quelque chose comme ça, en n'oubliant pas son regard, là, déjà le dessin est situé. Donc moi, par exemple, j'ai un dessin assez simple, parfois un peu maladroit, synthétique. Et tout de suite, quand on dessine, on parle à la fois du monde et de soi. Il y a cette espèce de double mouvement, et qui est un peu opposé à celui de la photo ou de la vidéo, qui ont des ontologies un peu associées à l'enregistrement. Et donc c'est une forme de sensibilité aussi, mais il y a une appréhension de ça qui peut être parfois plus abrupte, en anthropologie en tout cas, dans des recherches de terrain. Et donc, on en a parlé, hein, donc vous êtes aujourd'hui en doctorat, vous faites une thèse à la Haute École d'Art et de Design de Genève et à l'Université de Genève, une thèse qui s'intitule aujourd'hui bricoler les restes de l'univers étendu, ethnographie dessinée des restes de la pop culture. Donc vous l'avez un peu évoqué, mais peut-être revenir un peu en détail sur... déjà, le dessin est dans le titre, hein, donc c'est une bonne nouvelle, il me semble, et développer peut-être un peu plus précisément qu'est-ce que c'est que cette ethnographie dessinée, et à quelle place et à quel endroit le dessin intervient. Donc vous avez parlé de cette pratique du carnet de croquis. Est-ce qu'il intervient à un autre endroit comment, en fait, vous le mobilisez dans votre travail de recherche ? Alors, j'essaie de faire intervenir le dessin absolument partout dans le travail de recherche. Donc, ce qui est un peu un chantier titanesque parfois, et c'est impossible de tout faire réellement. Mais par exemple, quand on fait de la recherche, on lit des articles et on prend des notes et tout ça. Et moi, par exemple, j'essaie de prendre tous mes articles en notes dessinées. Donc, j'ai des fiches qui sont des prises de notes dessinées. Donc, mon état de l'art est en dessin. Là, je me suis un peu aperçu que c'était... donc, il n'y a peut-être pas tout, mais une grosse partie. Ensuite, sur le terrain, donc, je dessine avec les acteurs, les personnes que je rencontre. Et une partie de la thèse sera en bande dessinée. Donc, à la fois avec un dessin qui raconte le terrain. Donc, il y a un dessin assez narratif qui explore des séquences, des rencontres avec des personnes qui participent à l'enquête. Et un autre dessin, ce que je cherche à créer, c'est un autre dessin qui soit à la fois descriptif, et qui soit aussi narratif, mais aussi analytique. Donc, qui intègre qui intègre au récit des diagrammes, que des diagrammes fassent partie du récit, quoi, donc on puisse comme ça avoir des espèces de kaléidoscopes entre des récits et puis des pensées visuelles. Et en fait, c'est un peu des dessins systèmes, peut-être, un peu comme celui que je me suis exercée à décrire au début de l'émission, c'est ça, c'est le dessin en capacité de représenter des interactions, donc quelque chose de l'ordre du système plus que de la linéarité. Oui, les deux en fait. Je pense que, là, j'essaye de travailler aux deux un peu, d'avoir à la fois des choses qui soient des images dont on peut discuter, et des images dont on peut, des récits imagés qui permettent d'approcher un récit et une description. Donc vous avez une double expérience disciplinaire, à la fois
en design, mais aussi en sciences sociales. Et il me semble que cette pluridisciplinarité, elle est maintenue dans votre thèse, parce que vous êtes à la fois à la Haute École d'Art et de Design de Genève, mais aussi à l'Université de Genève. Je ne sais pas où est-ce que vous êtes inscrit à l'Université de En Genève. socio-anthropologie à la Faculté des sciences de la société. Et donc, je me demandais comment étaient accueillies justement vos expérimentations dans ces deux milieux différents. Est-ce qu'il y a une différence, justement? Est-ce qu'il y a plus ou moins d'ouverture d'un côté ou de l'autre? Comment sont reçus vos dessins côté sciences sociales, côté design? En général, en sciences sociales, il y a une forme d'enthousiasme quand même, parce que il y a un plaisir de voir arriver des formes nouvelles, donc qui ne sont pas forcément parfois intégralement soutenues et validées par l'université. Là, dans mon cas, dans ce cas-là de thèse, j'ai la chance d'avoir deux co-directeurs et co-directrices de thèse qui sont plutôt, qui sont intéressés par ces formes et qui en produisent eux aussi. Pas forcément des bandes dessinées, mais des formes de recherche-création. Donc, il y a une ouverture en ce moment à ça, pas partout, mais elle existe. Et elle, je dirais qu'il y a une forme de stratégie à avoir, de tactique, en fonction des milieux dans lesquels on se présente et dans lesquels on présente son travail. Oui, voilà. Et cette irruption en fait, de la bande dessinée dans le monde de la recherche, ça vient aussi bousculer les normes formelles de publication de la recherche, qui sont des exigences, en tout cas dans le milieu académique. Et c'est une question sur laquelle vous avez travaillé en soi, en expérimentant des formes alternatives de la publication à travers tout un travail autour du fanzine, ou du zine. Alors, j'ai pas bien compris quelle était la différence. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots? Ouais. Avec le fanzine, on a créé pas mal d'expériences avec un autre chercheur et designer qui s'appelle Kevin Zanin, avec qui on crée un fanzine sur les folklores numériques qui s'appelle Digital Drifting et qui est composé d'un petit texte et d'un essai visuel souvent. Donc là, on a créé un premier numéro sur les mêmes. Et c'est des formes de diffusion qui sont souvent où on essaye d'avoir une rigueur méthodologique, mais il n'y a pas de comité de lecture, etc. Donc c'est des formes qui sont plus vaporeuses, comme ça, qui circulent différemment, mais qui des fois qui sont plus fluides aussi. Moi, j'ai pas mal publié aussi dans une revue qui s'appelle Azimut, la revue de la Cité du Design, et de l'ESSADS, et qui est une revue donc à comité de lecture, comme on dit, mais qui est ouverte à des formes un peu divergentes. Et par exemple, j'ai publié des notes de lecture dessinées dans cette revue, donc c'est intéressant parce qu'on peut Azimut accueille beaucoup de formes de ce type qui sont un peu marginales et qui en même temps sont souvent un peu un vent frais dans le milieu de la recherche en design, parce qu'elles sont accessibles, parce qu'elles sont là et qu'elles peuvent laisser penser que d'autres formes de publication sont possibles. Ouais. Et vous pensez qu'il y a un espace dans la publication académique classique en sciences sociales pour accueillir, par exemple, un article dessiné qui serait issu de votre thèse? Alors oui, il y en a déjà. Il y a plusieurs revues qui ont exploré ce type de format. Il y a eu d'autres thèses en bande dessinée. Il y a eu la thèse de Serge Tisseron, qui est une thèse d'exercice en médecine, sur l'histoire de la psychiatrie, et une thèse de Nick Souzanis, qui est traduite, que vous connaissez très certainement. Et dans des revues académiques, oui, il y a des revues, par exemple, de géographie qui commencent à s'ouvrir à ce type de publication, plutôt en anglais. Et récemment, alors il y a une revue dont je me souviens plus du nom, mais dont le numéro a été co-dirigé par Lucille Haute et Alan Dunville, qui a accueilli une bande dessinée de Sabine Tessonnière. Voilà. Donc ça s'ouvre. Ouais, et justement, vu qu'on est dans les références, est-ce qu'il y a donc là vous avez évoqué des choses plutôt du côté de l'histoire des sciences, on va dire. Est-ce qu'il y a aussi des choses du côté de l'histoire de la bande dessinée ou du dessin, des références qui vous semblent sinon exemplaires, du moins stimulantes, pour repenser en fait ce rapport entre recherche et bande dessinée? Alors ouais, sur le plan de l'histoire de l'art, il y a
moi, en ce moment, je suis assez intéressé par un parallèle entre deux courants qui sont nés à peu près en même temps au Japon et en URSS dans les années 1920. Et qui sont à la fois très différents et très similaires, mais au Japon, dans les années 20, il y a eu un grand tremblement de terre et il y a un architecte qui s'appelle Kon Wajiro qui a, avec une équipe, créé une discipline qui s'appelle la modernologie. Et donc, cette équipe est allée dessiner les astuces et les tactiques des personnes qui avaient subi ce tremblement de terre pour survivre et subsister matériellement. Et donc, il y a à la fois des formes de narration dans les objets dessinés de Kon Wajiro. Et en même temps, il y avait un autre type de forme. Ils avaient créé une société d'ornementation des baraquements à ce moment-là. Et donc, ces formes dessinées, documentées, servaient ensuite à ornementer le quotidien, la vie quotidienne des personnes. Donc, il y avait un espèce de renversement qui me semble très intéressant. Et donc, dans le même temps, en URSS, il y a un poète et écrivain de théâtre qui s'appelle Sergueï Tretiakov, qui avait fondé un courant qui s'appelait la factographie, sur lequel on a beaucoup travaillé à Saint-Étienne avec le Cidre et Ernesto Rosa, qui est en fait une méthode. Donc, Tretiakov allait dans des usines pendant un moment de grande crise économique et en fait pratiquait donc à la fois du dessin mais aussi de la photographie sous la forme de journaux muraux avec les personnes qui travaillaient à l'usine pour modifier et discuter en temps réel du travail qui était effectué, donc pour changer en fait ce qui se passait dans le temps présent. Donc il y a ces deux choses-là qui sont arrivées à peu près au même moment à deux endroits différents de la planète, avec du dessin et de l'art, et en même temps une dimension de recherche et aussi de modification de ce qui se passe matériellement. Donc, ils sont deux choses, voilà, je trouve intéressant que ce soit arrivé au même moment. Et donc, j'essaye de me demander en ce moment un peu pourquoi. Et donc, voilà, c'est des références que je trouve assez fascinantes, quoi. Donc, qui ne sont pas directement des publications académiques, mais qui sont des formes de recherche. Ouais. Voilà. On vous a entendu là sur un peu l'intérêt et ce que peut apporter une recherche dessinée, la bande dessinée à la recherche sur le terrain, avec les acteurs, dans les formes d'expressivité. Je voulais vous poser la question inverse aussi. Est-ce que, vu que vous faisiez de la bande dessinée avant de faire de la recherche, est-ce que la recherche a modifié votre approche de la bande dessinée, a fait quelque chose à votre dessin? Vous avez parlé de votre dessin synthétique. Est-ce que vous, quand vous revoyez vos planches et ce que vous faites aujourd'hui, vous avez l'impression que votre dessin, il a intégré, je ne sais pas, une grammaire, une méthode, une esthétique différente du fait de cette porosité? Oui, complètement, je pense. Surtout, je pense qu'il est devenu plus spontané, moins en recherche de... Parce que finalement, le milieu de la recherche et ce qu'il accepte du dessin, et c'est très différent de ce que le milieu éditorial aujourd'hui de la publication cherche d'un dessin. Donc, en fait, j'y ai trouvé une forme de liberté. Voilà. Mon dessin, il a un peu trouvé sa liberté dans cette espèce d'espace qui est différent de celui d'une publication qui doit se vendre à un certain nombre d'exemplaires, quoi. Donc ça, voilà. C'est une breaking news, quoi, de la liberté à l'université, mais c'est merveilleux. On arrive au terme de cet entretien. Pour terminer, est-ce que vous auriez envie de partager avec nous une inspiration, une œuvre en lien avec le sujet de notre échange qui permettrait d'ouvrir pour nos auditeurs et nos auditrices? Alors oui, il y a un film, donc il ne s'agit pas de bande dessinée, mais de cinéma d'animation et de film en prise de vue réelle. Mais il y a un film qui est magnifique qui s'appelle Is the Man Who Is Still Happy, qui est un film de Michel Gondry, qui est une conversation dessinée au cinéma avec Noam Chomsky et qui est fascinant parce que en fait Gondry déploie tous ses doutes, ses questions et en même temps la rigueur de la pensée de Chomsky par le dessin, en fait, dans ce film. Et donc, il y a énormément de couches, de strates qui sont déployées. Et je trouve que c'est un très bon film pour voir à quel point
le dessin peut témoigner d'une situation, du fait d'être situé dans le monde et de s'interroger sur des choses. Donc voilà, je conseille ce film. Merci beaucoup, c'est magnifique. Merci beaucoup Thibault Lepage. Merci Lou Herman. Restez à l'écoute sur Radio Anthropocène. Merci, à bientôt. Radio Anthropocène. À l'écoute du changement global.